Le moment est-il venu pour la France de se désengager du Sahel? C'est le grand angle de ce vendredi 22 janvier. La France est-elle ensablée au Sahel? Question que nous allons nous poser avec vous. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, auteur d'Une guerre perdue, la France au Sahel, paru il y a un an chez Lattès. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous également Ousmane Diaye, vous êtes le rédacteur en chef du service Afrique de TV5 Monde, ancien correspondant au Mali. Bienvenue à vous deux. La question qui se pose très clairement, c'est est-ce que la France doit maintenant quitter le Sahel? On pourrait même poser la question de savoir si elle devait intervenir au début. C'est pas qu'il n'y ait pas de crise, mais voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le bilan est extrêmement mitigé, et que beaucoup parlent même d'échec. Il y avait 3 objectifs, faut le rappeler au début. On va y revenir sur les objectifs, mais est-ce que vous pensez qu'il faut maintenant partir? Je pense qu'il faut alléger le dispositif, oui, Ousmane, indéniablement. Le problème de cette question, c'est que la France peut même pas partir. C'est-à-dire on est dans une situation où la France n'est plus maître de l'agenda. De toute façon, dès le départ, la France n'a jamais été maître de l'agenda. Moi, j'aime bien toujours rappeler que la France, quand il s'engage au Sahel, c'était une intervention en janvier 2013. Pas de troupes au sol. Au bout d'une semaine, des troupes au sol. En fait, au fur et à mesure, la situation a obligé les Français à augmenter les troupes, à augmenter l'engagement, et c'est devenu un piège. On va faire le bilan de cette opération. Plus de 50 soldats français tués dans une mission contre des groupes qui n'ont jamais attaqué le territoire européen, il faut le rappeler. Est-ce que c'était une mission vouée à l'échec? Le rappel est signé Guillaume Villadier. Cela fait bientôt 8 ans que l'armée française traque les djihadistes au Sahel. Plus de 5000 militaires déployés sur une zone grande comme l'Europe. En 2020, l'envoi en renfort de 600 soldats s'est traduit sur le terrain par l'élimination de plusieurs centaines de djihadistes, dont des chefs importants. Des succès relégués au second plan après la mort en quelques jours de 5 militaires français. Ce lundi matin, la ministre des Armées a laissé entendre que la force Barkhane pourrait réduire ses effectifs, une façon de rappeler que l'armée française n'avait pas vocation à rester indéfiniment. Barkhane a une stratégie, et sa stratégie, c'est un désengagement progressif au fur et à mesure que les forces locales prennent leurs responsabilités et sont de plus en plus opérationnelles. Mais pour l'instant, il n'y a personne pour véritablement prendre le relais. Une force de 5000 hommes a bien été créée, le G5 Sahel, issu des 5 pays africains où intervient la force Barkhane. Mais au sein même de l'état-major français, on reconnaît qu'ils ne sont pas encore prêts à poursuivre seuls la lutte contre les djihadistes. Le G5 Sahel est une construction de papier qui est une coalition de 5 armées dont en fait 3 sont dans une situation de très grave sous-performance. Quant à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ces 13 000 hommes se sont souvent retrouvés à compter les morts sans pouvoir intervenir en raison d'un mandat strict de maintien de la paix. La France mise donc sur un appui européen au sein de la force Takuba, composée de militaires des forces spéciales. Mais les alliés ne se bousculent pas pour y participer. Il y a peut-être une mobilisation, enfin peut-être sûrement, et je crois que la France y emploie, une mobilisation à faire au sein encore de l'Union européenne pour montrer l'importance que revêt notre effort collectif européen dans cette région du monde et bien y souligner les intérêts qu'on y a. Difficile dès lors d'envisager un désengagement total de la France. Si changement de stratégie il y a, il devrait être annoncé par le président Macron au prochain sommet du G5 Sahel en février. Quel choix s'offre aujourd'hui à Emmanuel Macron? Un allègement du dispositif, diminuer les effectifs, peut-être se retirer de certaines zones, notamment cette zone des 3 frontières qui est, donc est à la lisière du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Je pense qu'il y aura toujours une présence militaire française forte pour des raisons historiques et des raisons de proximité personnelle avec le Tchad. Également avec le Niger, où il y a quand même aussi des bonnes nouvelles, il faut le souligner, puisque là on part sur un 2e tour au présidentiel, donc le candidat du pouvoir n'a pas été élu dès le premier tour, il y a eu un fort taux de participation électorale, donc on a le sentiment que le Niger est une république qui tient bien mieux la route que le Mali. Clairement. Donc la France resterait pour des raisons plus politiques que militaires, si je comprends bien. Alors plus politique que militaire, et puis il y aura peut-être aussi
un reformatage du mandat qui était vraiment très dirigé sur le combat contre des groupes déclarés terroristes et djihadistes, alors qu'en fait tous les conflits sont entremêlés avec des conflits du bétail, d'accès à la terre. Donc comment voulez-vous sortir de tous ces conflits s'ils relèveraient vraiment du djihadisme? C'est bien de le rappeler. En janvier 2013, quand démarre l'opération Serval, avant Barkhane, il y a deux grands objectifs: empêcher que les djihadistes s'enracinent dans le nord du Mali, réunifier le Mali, restaurer la souveraineté. C'est quoi le bilan sur ces deux plans? Enfin, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est très clair les objectifs, mais c'est a posteriori que les objectifs ont été clarifiés. Moi je me rappelle, cette période, j'étais au Mali journaliste, les objectifs n'étaient pas aussi clairs que ça au moment où la France s'engage. D'ailleurs, il y a même eu une polémique en France, il y a eu engagement de la France d'abord, puis discussion au Parlement. Enfin, donc les conditions de langage au Parlement français. Il y a eu à un moment donné une contestation sur la légalité même, tellement on est allé vite en fait en termes d'engagement. Encore une fois, je l'ai rappelé, les termes de l'engagement, c'était du soutien aérien. Au bout de 2 jours, on s'est rendu compte qu'il y a le fameux verrou de Kona qui sautait pas. Donc les Français ont été obligés de s'y mettre. Donc en fait, il n'y a jamais eu d'objectif clair et précis. Et mais est-ce qu'on pourrait dire que c'était dès le départ une mission vouée à l'échec? Pour moi, oui, parce que on voit bien que les enjeux, le djihadisme n'est jamais que le symptôme d'une crise profonde des États. Donc il n'y a pas d'armée pour prendre le relais, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice. Donc comment voulez-vous que l'armée française se substitue à des États défaillants, sachant que le militaire n'est jamais qu'une des composantes, un des enjeux. Est-ce que c'est ce que la France a essayé de faire à un moment donné? Ce qu'on appelle le state building, qui consiste à construire des États, vous imaginez bien que ça ne se fait pas en une génération. Donc là, c'est une œuvre de très très longue haleine. Mais est-ce que vraiment on est déployé pour ça? Au début, le mandat, c'était on va bloquer la percée des djihadistes. On avait peur qu'ils s'emparent de Bamako, ce qui reste d'ailleurs extrêmement discutable. On n'est pas du tout sûr qu'ils avaient vraiment la capacité non seulement de s'emparer de Bamako, mais aussi de tenir le pouvoir et de monter un État islamique. Ça, c'est vraiment très très douteux. Mais au-delà de ça, on voit bien que les défis sont vraiment sur le long terme. Et que la France, ancienne puissance coloniale, en plus, est vite l'objet de procès d'intention. Donc c'est pas forcément la mieux placée pour intervenir aussi. On parle beaucoup de Barkhane et de Serval, mais il faut se rappeler quand même au début, Serval-Barkhane était le pendant militaire, mais à travers l'Union européenne, il y avait un pendant reconstruction de l'armée malienne, pour que l'armée malienne puisse combattre. Donc, et prendre le relais. Dès 2013, la mission de l'Union européenne pour reconstruire l'armée malienne était actée, les fonds débloqués par l'Union européenne, et ça fait 8 ans que cette mission existe, et je pense que c'est un des plus grands échecs. C'est-à-dire tous les bataillons reformés par l'Union européenne sont montés au nord, ont pris des déculottés. Donc à un moment donné, la question de la reconstruction de l'armée malienne doit être posée, parce qu'au bout de 8 ans, la mission européenne est un échec, et plus grave. On ne fait pas le bilan de cette mission européenne qui a échoué et on part sur une autre force européenne, Takuba, alors qu'une force européenne existe déjà. Ça pose aussi des questions sur la façon d'évaluer les coopérations militaires qui sont mesurées en termes d'heures dispensées, d'heures de formation dispensées, et pas du tout en termes de performance. Il faut rappeler que celui qui a fait le putsch en 2012 au Mali, puisque l'armée est également revenue au pouvoir l'année dernière, c'était quelqu'un qui était formé à la lutte contre le terrorisme. Et en 2012, du coup, il a entraîné un retrait de l'armée malienne du Nord qui a permis aux djihadistes de s'emparer du pouvoir. Là aussi, une belle démonstration des succès des coopérations militaires. Une question concrète aussi. Si on s'intéresse maintenant aux groupes terroristes qui déstabilisent désormais les 2 tiers du Mali, une partie du Burkina Faso, le nord du Cameroun, la région du lac Tchad, est-ce qu'il faut négocier avec ces terroristes? C'est une option qui est plus favorablement vue en Afrique qu'en France. Il faut même aller en amont. Est-ce qu'il faut parler de groupes terroristes ou insurrectionnels? Parce que quand vous parlez de groupes terroristes, vous vous interdisez la négociation. Vous êtes sur de la lutte antiterroriste et on ne négocie pas avec les terroristes, ça a été dit plusieurs fois par l'Élysée. Si vous voyez ces groupes pour ce qu'ils sont vraiment, des groupes insurrectionnels, donc là on passe dans la guerre contre-insurrectionnelle, c'est-à-dire des groupes qui commettent des massacres, qui tuent des civils, qui commettent des crimes de guerre dont ils doivent répondre, mais à ce moment-là, effectivement, vous offrez une solution qui est d'utiliser à la fois le bâton pour essayer de les réprimer, mais également la carotte. Autant on ne négocie pas avec les terroristes, autant on peut négocier avec des insurgés. Ça, c'est déjà beaucoup vu dans l'histoire de la guerre. On peut négocier le problème, c'est que l'État du Mali, en tout cas, a toujours négocié avec les terroristes. Bien sûr, mais les Français toujours. Aussi. Il y a une industrie sous ATT. Yaga Ali, qui dirige ACMI aujourd'hui, était un négociateur pour libérer la plupart des otages. Donc, je pense que la question est très mal posée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la France n'a pas une visibilité politique et qu'on craint, du point de vue de l'opinion publique interne française, une sorte de casus belli, vu qu'il y a quand même une sorte de montée des intégrismes. Mais sur le terrain, la réalité, c'est que l'État malien négocie
avec les groupes armés djihadistes. Vous parlez, pardonnez-moi. La France a toujours négocié pour libérer les otages. Vous parliez de l'opinion publique française. La France, Paris, dit on y va pour éviter des attentats sur notre sol. On peut retourner l'argument, on peut dire que c'est précisément parce qu'on est présent sur le terrain et qu'on tue régulièrement des leaders djihadistes qu'il risque d'y avoir un phénomène de vengeance avec des groupes qui vont essayer de commettre des attentats en Europe. Parce que pour l'instant, ils n'en ont jamais commis, il faut le rappeler. Sur l'opinion publique, il y a ce sondage publié il y a 10 jours qui montre que la majorité des Français, 51%, désapprouvent désormais la présence française au Mali. Le Mali, où une manifestation était prévue mercredi à Bamako contre la présence française dans le pays, les autorités maliennes l'ont interdite officiellement pour raisons sanitaires. Est-ce que les forces de libération de 2013 sont vues maintenant comme des forces d'occupation? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les sondages au Mali qui disent que 4 Maliens sur 5 font confiance à leur armée pour défendre l'intégrité du territoire national, même s'il s'avère que cette armée n'est pas capable de le faire. En revanche, vous avez à peu près un nombre équivalent de Maliens qui ne font pas confiance à la force de Barkhane et qui lui prêtent beaucoup d'attention pour mettre la main sur des ressources naturelles cachées, pour recoloniser le Sahel, etc. On voit bien qu'il y a une défiance forte qui s'est construite dans le temps. Et c'est normal parce que plus on reste, plus c'est difficile de s'en aller et plus on est perçu comme des troupes d'occupation. Lié aussi au fait que l'armée française est alliée à des armées nationales qui commettent des exactions? Non, moi je pense que c'est pas ça. C'est un élément qui peut jouer, mais l'élément le plus important, c'est surtout la présence d'une force étrangère dans un territoire national sans que les objectifs soient clairs. Par contre, moi je suis frappé par cette sorte d'inversion de l'opinion. C'est-à-dire qu'il faut toujours rappeler que l'opération française, c'est l'opération militaire française sans doute la plus populaire en Afrique ces 50 dernières années. Vous allez à Tombouctou, François Hollande était le 314e saint. Il y a eu un discours héroïque. Ça, la France est passée très vite du statut de héros qui sauve l'Afrique à un statut d'occupant. C'est-à-dire, c'est allé vite. Et attention, parce que c'est pas n'importe quelle puissance étrangère, c'est l'ancienne puissance coloniale. Donc c'est extrêmement humiliant pour les Maliens que plus de 50 ans après les indépendances, on doit faire appel à l'ancien colonisateur pour, entre guillemets, sauver le pays. Vous voyez, il y a aussi ce ressenti-là qui joue. Pour terminer, pour être assez concret, vous plaidez, vous dites que la solution doit être politique et non militaire, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. D'abord politique, même s'il y a forcément un peu de militaire. Mais d'abord politique. Comment? Quelles sont les solutions concrètes? D'abord, et puis il faudra améliorer la gouvernance des États de la zone. Il faut mettre fin à l'impunité des services de sécurité qui vont tuer des civils et qui font le jeu des djihadistes, ce faisant. Il faut effectivement que l'État soit plus présent dans les zones rurales, qu'ils répondent aux besoins de justice sociale des populations qui sont tentées par un modèle islamiste radical. C'est un vaste projet quand même. C'est aussi beaucoup de belles paroles. On n'est jamais dans le concret sur ces questions-là. Si, c'est très concret. Ça veut dire qu'au lieu de passer, par exemple, si vous passez de la lutte antiterroriste à la lutte à la guerre contre-insurrectionnelle, vous passez des programmes de déradicalisation qui servent à rien parce que c'est pas forcément le religieux qui est le moteur de ces insurrections, et vous passez à des programmes de démobilisation et de désarmement avec de la négociation. C'est très, très concret ça quand même. Pour conclure. Et ça, les États doivent effectivement. Pour conclure, vraiment d'un mot. La France se retire, on l'accuse d'abandonner les Africains eux-mêmes. La France intervient politiquement, on l'accuse d'ingérence. La France est perdante, quoi qu'il arrive? Non, la France n'est pas perdante quoi qu'il arrive, mais la France est dans une position difficile parce qu'elle est sur un territoire où elle a des antécédents coloniaux, c'est l'ancien colonisateur. Et puis par le passé aussi, la France a soutenu des régimes, a soutenu un régime dictatorial, il y a eu des errements. Donc le terrain est tellement épineux que quoi que puisse faire la France, oui, il y aura une sorte de retour de bâton. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Ousmane Diaye, merci beaucoup pour cette analyse sur la situation au Sahel. Merci à vous deux. On passe maintenant à la chronique Culture Océane.